T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et, dans ce cas, elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise, et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux, et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle,
les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi ? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air ? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ces angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ces faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids, les faces supérieures et inférieures du cube, ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Et ces bords seraient un environnement extrêmement difficile au développement de la vie. De plus, une atmosphère plus fine signifie moins de protection contre les radiations et les vents solaires. Les coins et les bords seraient donc extrêmement dangereux pour les humains. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une exploration ludique de ce qui pourrait être. Notre Terre aime sa forme sphérique et c'est une très bonne chose. Mais il n'y a aucun mal à s'imaginer des possibilités merveilleuses et improbables. Alors, ne bridons pas notre imagination et continuons à nous émerveiller devant les curiosités de notre planète adorée, quelle que soit sa forme. Il y a 84 millions d'années, de nombreux mammifères modernes, ainsi que des oiseaux, des groupes d'insectes et même les premières plantes à fleurs existent déjà. Les dinosaures sont encore là aussi. Il leur reste environ 20 millions d'années avant l'astéroïde. Le T-Rex, un chasseur intrépide, devient le roi des dinosaures. Et la Terre s'est inclinée de 12 degrés. Imagine notre planète comme une truffe au chocolat. L'enveloppe est dure, le centre est visqueux, avec une matière semi-solide. Sa couche supérieure, la croûte, est constituée de plaques tectoniques qui sont comme des puzzles. Les continents et les océans reposent sur ces plaques. Il y a 84 millions d'années, le manteau et la croûte ont commencé à tourner autour du noyau externe de notre planète, puis sont revenus en arrière. Si tu avais pu voir cela depuis l'espace, on aurait dit que la planète entière s'était renversée d'un côté. Aujourd'hui, cela aurait déplacé la ville de New York, là où se trouve la Floride. Disons que notre planète est comme une toupie. Elle tourne parfaitement si le poids sur la toupie est uniformément réparti. Mais si tu déplaces une partie du poids vers un côté, elle s'incline.
Cela peut être dû au déplacement des plaques tectoniques et au fait que l'une d'entre elles s'enfonce sous une autre. Nous pourrions être en train de boire de l'eau plus ancienne que notre système solaire. Certains scientifiques pensent que l'eau que nous avons sur Terre pourrait provenir de grains de glace qui flottaient dans une sorte de nuage spatial il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les lacs ne sont pas toujours paisibles et relaxants. Ils peuvent aussi exploser. Cela se produit lorsqu'il y a des gaz volcaniques sous la surface qui peuvent éclater, remonter à la surface et causer de gros dégâts. La rotation de la Terre ralentit avec le temps. Chaque année, la Lune reçoit un peu d'énergie de notre planète et s'en éloigne lentement. Ces deux phénomènes allongent nos journées, mais très lentement, environ 1,4 millisecondes tous les 100 ans. Cela signifie que lorsque les dinosaures existaient, la journée durait 23 heures. Notre planète était autrefois violette. Selon une théorie, les anciens microbes ne comptaient pas sur la chlorophylle pour absorber le soleil, mais sur d'autres molécules. Elles absorbaient la lumière verte et renvoyaient une jolie couleur violette. Chaque fois que tu te baignes dans l'océan, souviens-toi que tu nages au-dessus de plus de 700 000 milliards de dollars en or. Non, pas au fond de l'océan en attendant que quelqu'un le sorte, mais dans de minuscules particules dispersées partout dans l'eau. L'endroit le plus profond de notre planète est la fosse des Mariannes, un endroit situé dans l'océan Pacifique, sous la surface de la mer. Mais l'endroit le plus profond qui n'est pas recouvert par l'océan se trouve en Antarctique. Techniquement, il est caché sous d'épaisses et profondes couches de glace. C'est à plus de 2500 mètres sous le niveau de la mer. Chaque jour, 60 tonnes de poussière tombent de l'espace sur notre planète. Il est probable que tu inhales une bonne quantité de cette poussière cosmique en allant simplement au travail. Il s'agit de poussière, de petites particules provenant de comètes, de météorites et de certains autres corps spatiaux. Dallol, en Éthiopie, est l'endroit habité le plus chaud de notre planète. Entre 1960 et 1966, la température était de 41 degrés Celsius et même en hiver, la température monte à 37 degrés Celsius en moyenne. 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps que met la lumière du Soleil pour aller du Soleil jusqu'à notre planète. C'est encore peu comparé au temps nécessaire à la lumière pour atteindre Pluton, 5h30. Près de 70% de l'eau douce dont nous disposons dans le monde est retenue dans les calottes glaciaires et les glaciers. Plus de 96% de la quantité totale d'eau sur Terre se trouve dans les océans. La Terre est comme une sorte de gros aimant. Son noyau interne est une sphère constituée de fer solide entourée de fer liquide. Toutes ces variations et ces changements de densité et de température créent une sorte de force qui fait que le fer produit des courants électriques. Ces courants sont alignés par la rotation de la planète et ensemble, ils créent un champ magnétique. Il y a beaucoup d'étoiles dans la Voie lactée, 100 milliards, mais beaucoup plus d'arbres sur notre seule planète, environ 3000 milliards. Tu peux dire quel est l'âge de l'arbre que tu regardes grâce à ces cercles. Ils peuvent également te renseigner sur les conditions d'une année spécifique. Lorsque ces anneaux sont fins, cela signifie qu'il y a eu une sécheresse, tandis que les anneaux épais indiquent qu'il s'agissait d'une période pluvieuse. La Terre est une planète magique où même les pierres peuvent marcher. Du moins certaines d'entre elles dans la vallée de la mort en Californie. Elles laissent des traces pour que tu puisses suivre le chemin qu'elles ont parcouru. Certains des plus gros rochers ont laissé derrière eux des traces qui pouvaient atteindre 460 mètres de long. Les rochers dont le bas est lisse se déplacent librement, tandis que ceux dont la surface est rugueuse ont tendance à laisser des traces droites. Le monde qui nous entoure est constitué d'atomes, et il semble être solide. Mais 99,99% d'entre eux sont juste de l'espace vide. Un atome n'est qu'un noyau très petit et un nuage d'électrons qui l'entoure. Ces électrons sont des particules, mais ils agissent comme des vagues. Ils ne sont pas concentrés en un seul point, mais répartis sur une gamme de probabilités et occupent beaucoup d'espace. En supprimant l'espace vide de nos atomes, tous les humains pourraient tenir dans un espace très réduit, comme le volume d'un morceau de sucre. L'Australie se déplace lentement vers le nord, de 7 cm par an, à cause des mouvements tectoniques. L'Australie se trouve au sommet de plaques tectoniques continentales qui se déplacent plus rapidement que les autres. Il faudrait 400 000 lunes pour atteindre le niveau de luminosité du Soleil. Cela semble beaucoup à première vue, mais la Lune ne fait que refléter la lumière provenant du Soleil. Elle ne produit pas la sienne. Et même cela ne suffit pas. Sa luminosité dépend de l'angle exact entre le Soleil, la Lune et la Terre. La planète sur laquelle nous vivons avait autrefois 2 lunes. Ou du moins, certains scientifiques le pensent. Ils croient que le côté de la Lune qui fait face à la Terre est relativement plat et bas, tandis que l'autre côté est beaucoup plus épais et a plus de croûte. La théorie dit qu'il y avait autrefois une deuxième Lune qui entrait en collision avec ce côté plus épais.
Certains pensent qu'il y a toujours une deuxième lune. Il pourrait s'agir non pas d'un corps spatial géant que nous pouvons clairement voir dans le ciel, mais d'une sorte de petit astéroïde attiré dans l'orbite de la Terre. L'air n'est pas composé principalement d'oxygène, il est composé à 78% d'azote. Si tu veux voir des rochers très escarpés, va au Canada, au parc national Ahuhuituk. Il possède le plus grand dénivelé du Canada, la falaise la plus haute et la plus abrupte, avec 105 degrés de surplomb et 1220 mètres de roche. Une équipe de 4 hommes américains a finalement réussi à atteindre le sommet en 1985, bien qu'il y ait eu 30 tentatives pour cela auparavant. Il leur a fallu 33 jours pour y parvenir. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique sont les 4 océans du monde. Le 5e correspond à l'océan austral. Il n'est pas défini par les continents qui l'entourent, mais par son courant antarctique qui va d'ouest en est. Les recherches montrent que le courant a été créé il y a plus de 30 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Antarctique s'étaient séparés. Cela a permis à l'eau de circuler au fond de l'océan sans aucune barrière. La fonte des glaciers et des nappes glaciaires signifie qu'il y a plus d'eau dans les océans. Cela ajoute le poids supplémentaire de tout ce liquide qui fait pression sur le fond de la mer, ce qui le fait couler. La surface de la Terre semble solide et relativement permanente, mais tous les 500 millions d'années, elle subit un processus de régénération. Les plaques tectoniques s'entrechoquent, la croûte continentale crée une pression sur la croûte océanique et cette pression active les volcans. Au fil du temps, tout cela a pour effet de régénérer et de remplacer une grande partie de la surface de la Terre. Tout comme notre corps régénère les cellules de notre peau, en remplaçant les anciennes par les nouvelles. De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule dont la croûte externe s'est brisée en d'énormes surfaces appelées plaques tectoniques. Il s'agit d'un processus important qui a permis la formation de fosses océaniques et de montagnes et qui contribue également à la protection de la Terre. Lorsque les plantes microscopiques qui vivent dans l'océan disparaissent, elles tombent au fond de l'océan. Les restes retournent à l'intérieur de notre planète et sont recyclés et finissent par se retrouver dans l'atmosphère, nous protégeant ainsi de la chaleur excessive pouvant nous transformer en Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire. La Terre gagne 40 000 tonnes de masse chaque année. De plus en plus de gens qui naissent, de nouveaux bâtiments et structures qui sont construits, on pourrait penser que cela ajoute de la masse, mais non, puisque tout ça est créé à partir de matières qui existent déjà sur la Terre. Il s'agit en fait de poussière tombant de l'espace sur notre planète. Cette poussière est constituée de résidus provenant de notre système solaire, comme des corps spatiaux qui n'ont jamais réussi à se former en planète, ou des astéroïdes et des météores qui se sont désagrégés en chemin et qui dérivent depuis. Notre planète est là comme un aspirateur géant qui attire toutes ces particules de poussière du fait de la gravité. Donc oui, la Terre prend du poids, mais certains calculs affirment aussi que la planète entière, y compris l'atmosphère et les océans, perd environ 50 000 tonnes de masse chaque année. Des gaz comme l'hydrogène et l'hélium se trouvent dans l'atmosphère de notre planète, mais ils sont si légers que la gravité ne peut pas les y retenir. Ainsi, d'énormes quantités de ces gaz s'échappent de notre planète chaque année, à raison de 3 kg d'hydrogène chaque seconde. Cela semble beaucoup, mais la Terre est vraiment lourde, donc il faudrait des milliards d'années pour que tout l'hydrogène s'échappe de notre atmosphère. De plus, le noyau de la planète est comme une sorte de gros réacteur nucléaire. Il fonctionne en permanence, donc il perd progressivement de l'énergie, ce qui signifie qu'il perd aussi de la masse. Notre planète n'est pas une sphère de forme parfaite, mais plutôt une sphère aplatie. Lorsqu'elle tourne, la gravité est dirigée vers le centre de la Terre, tandis qu'une force centrifuge est dirigée vers l'extérieur. La Terre a un axe incliné, donc la force centrifuge ne s'oppose pas exactement à la gravité. De plus, la gravité pousse ses masses supplémentaires de terre et d'eau à l'équateur en formant un renflement. La Terre a aussi un tour de taille de 40 000 km. Tu pèses davantage au pôle qu'à l'équateur, mais pour perdre du poids, la meilleure option serait Pluton. Une personne de 68 kg y pèserait environ 5 kg. Évite Jupiter, la même personne y pèserait plus de 160 kg. Notre planète est verte et bleue aujourd'hui, mais il y a de fortes chances qu'elle ait été violette autrefois. Les scientifiques pensent que les anciens microbes auraient pu utiliser une autre molécule pour exploiter la lumière du soleil, à la place de la chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Cette molécule a peut-être coloré les organismes vivants dans une teinte plus violette. La Terre est électrique. Un seul coup de foudre peut chauffer l'air à plus de 27 750 degrés Celsius, ce qui provoque une expansion rapide de l'air. Cet air en expansion produit une onde de choc que nous connaissons sous le nom de tonnerre.
6000 éclairs se produisent sur toute la planète chaque minute, et le plus long s'est produit dans le ciel du Brésil avec une longueur de 700 km. Des études plus récentes ont révélé que le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil, soit plus de 5200 degrés Celsius. L'endroit le plus sec du monde est le désert d'Atacama, à cheval entre le Pérou et le Chili. Le cœur de ce désert abrite des endroits où aucune goutte de pluie n'a jamais été enregistrée. L'endroit le plus froid du monde est naturellement l'Antarctique, où les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à -73 degrés Celsius. C'est aussi le plus grand désert que nous ayons sur Terre. On imagine souvent les déserts comme des zones infinies, sablonneuses et incroyablement chaudes, mais il existe aussi des déserts côtiers, subtropicaux et polaires. Ils sont tous caractérisés par des terres arides et balayées par le vent, ce qui les rend très difficiles à peupler pour les animaux et les plantes. L'océan Pacifique est le plus grand bassin océanique de la Terre. Il couvre une énorme superficie de près de 207 millions de kilomètres carrés. Le Pacifique contient plus de la moitié de l'eau de notre planète et il est si grand que tous les continents pourraient y tenir. La Terre avait autrefois 2 lunes, ou du moins c'est ce que croient les scientifiques. La deuxième était presque 3 fois plus petite que celle que nous avons aujourd'hui et a peut-être tourné autour de notre planète avant de s'écraser sur la plus grosse. Cette collision pourrait expliquer pourquoi les 2 côtés de la Lune qui a survécu ne sont pas identiques et pourquoi il y a encore des tremblements de Lune. De notre point de vue, elle semble plutôt inactive, mais le sol y tremble absolument, bien que dans une moindre mesure que sur Terre. Les tremblements de Lune se produisent à de grandes profondeurs, surtout à mi-chemin entre le centre lunaire et sa surface. Pour découvrir la plus longue chaîne de montagnes au monde, il faut regarder très bas, sous la surface de l'océan Atlantique. C'est une chaîne de volcans qui s'élève à environ 5500 mètres au-dessus du fond et s'étend sur plus de 65 000 km. Nous avons une planète magnifique, âgée de plus de 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est 10 000 fois plus vieille que les humains. Mais elle n'est plus tout à fait la même qu'à son origine. Le sol sur lequel nous marchons a été recyclé. La Terre a en effet son propre cycle. Le magma des profondeurs remonte et se durcit pour former la matière rocheuse. Les mouvements tectoniques apportent la roche à la surface où l'érosion se produit. C'est un processus durant lequel le vent, l'eau ou une autre force naturelle brise la roche et la modifie. Ces petits morceaux sont enfouis, amassés et compactés pour former des roches sédimentaires comme le grès. Si ces roches sont enterrées assez profondément, elles sont cuites et transformées en magma et tout le cycle se répète à nouveau. Nous nous sommes habitués à voir de la lave et des cendres sortir des volcans, mais certains d'entre eux produisent même leurs propres éclairs. En 2020, le volcan Taal, qui se trouve à environ 65 km de la capitale des Philippines, Manille, a commencé à projeter de la fumée et des cendres très haut dans les airs. À l'intérieur de sa colonne de cendres, de petits morceaux se sont entrechoqués et ont ensuite produit des éclairs que les gens ont pu voir se répandre dans le ciel. Les lacs peuvent aussi devenir fous et exploser. Nyos, Monoun et Kivu sont 3 lacs qui se trouvent au-dessus de volcans. Comme il y a du magma sous leur surface, du dioxyde de carbone est libéré dans les lacs, ce qui crée une profonde couche de gaz au-dessus du lit du lac. C'est assez rare, mais le dioxyde de carbone peut soudainement faire éruption dans le lac et former un nuage de gaz désagréable, semblable à celui produit par un volcan. 70% de la surface de notre planète est recouverte d'océans, mais nous n'en avons exploré que 5%. Et il y a environ 300 millions d'années, nous n'avions qu'un seul supercontinent massif appelé Pangée, avec un seul océan énorme, Pantalassa. Étonnamment, les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes. Ils sont composés de petits polypes coralliens, mais ensemble, ils forment une véritable communauté d'organismes et une partie très importante de l'écosystème de la Terre. Certaines structures coralliennes peuvent même être vues depuis l'espace. La surface de la Terre n'est pas formée de façon tout à fait homogène, ce qui signifie que sa masse est aussi inégalement répartie. Ainsi, le niveau de gravité n'est pas le même à tous les endroits de la Terre. Il y a une mystérieuse anomalie dans la baie d'Hudson, au Canada. La gravité y est plus faible que dans les autres régions environnantes, et les scientifiques pensent que c'est à cause de la fonte des glaciers. Pendant la dernière période glaciaire, cette région était couverte de glace, qui a désormais fondu depuis longtemps. Mais la planète ne s'est pas complètement remise de son fardeau glacé. Sur une zone donnée, la gravité est proportionnelle à sa masse. Or, le glacier a laissé une empreinte qui a repoussé une partie de la masse de la planète, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la gravité est plus faible dans cette zone.
Certains microbes deviennent plus méchants dans l'espace, en l'absence de gravité. Des études ont montré que certaines bactéries, comme la salmonelle, peuvent faire de plus gros dégâts dans l'espace car il y a quelque chose dans le manque de gravité qui les rend plus résistantes et modifie leur activité. Les vrais films d'horreur dans l'espace devraient donc être basés non pas sur des extraterrestres, mais sur nos bestioles terrestres qui deviennent plus dangereuses sans gravité. Les jours sur Terre s'allongent lentement. Lorsque la planète s'est formée, les jours duraient environ 6 heures, mais ils se sont progressivement allongés. Il y a 620 millions d'années, une journée durait 22 heures. Aujourd'hui, elle dure 24 heures, mais ce chiffre augmente d'environ 1,7 millisecondes par siècle. Cela se produit à cause de la Lune. Elle ralentit la rotation de notre planète à cause des marées qu'elle contribue à créer. Lorsque la Terre tourne, les bourrelets océaniques de marée sont tirés un peu en avant de l'axe Terre-Lune. Cela crée une sorte de force qui ralentit la rotation de notre planète, si bien que nos journées s'allongent, mais tellement lentement que nous devons encore nous en tenir à notre journée de 24 heures pendant très longtemps. Le noyau de la Terre semble certainement très éloigné de nous, mais la distance n'est pas si grande que ça, 3000 km, soit moins que la longueur de la route 66 aux États-Unis. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili avec une magnitude de 9,5. Si un tremblement de terre atteignait un jour une magnitude de 12, il pourrait scinder notre planète en deux. De plus, un tremblement de terre peut se produire à plus de 650 km sous la surface. C'est pourquoi les gens de l'autre côté de la planète peuvent littéralement le sentir. Notre planète compte environ 100 millions de fois plus de virus qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers. Les nuages ne sont pas seulement ces choses duveteuses dont nous aimons parfois observer les formes. Ils aident en fait à réguler la température de la Terre. Si nous pouvions extraire toutes les gouttelettes d'eau des nuages et les poser sur la surface, cela couvrirait la planète d'un film liquide aussi épais qu'un cheveu humain. Et pourtant, une si petite quantité d'eau apporte suffisamment de différence en termes de climat. Notre planète serait plus chaude de 1,5 degré Celsius s'il n'y avait pas de nuages. Des milliers de satellites volent autour de la Terre. Certains sont nécessaires pour assurer la communication et le GPS, d'autres surveillent la météo et les changements climatiques. En 2009, l'un de ces satellites tournait autour de notre planète et scrutait les ondes réfléchies par la surface terrestre. Le satellite cherchait des changements dans l'émission de dioxyde de carbone provenant de la planète. Mais il a trouvé autre chose, quelque chose qui a complètement changé le principe d'étude de l'écosystème de la Terre. La source de l'onde était totalement inconnue. Les scientifiques voulaient connaître la nature de ces ondes, ils ont donc réglé les instruments du satellite sur la fréquence souhaitée et ont observé la Terre. À ce moment-là, ils ont vu une lueur rouge inconnue entourer notre planète. À certains endroits, la lueur était faible, tandis qu'à d'autres, elle brillait plus fortement. Au début, tout le monde a supposé qu'il s'agissait de la lumière du Soleil, réfléchie par la Terre et produisant des particules rouges inconnues. Cependant, l'analyse a montré que la source de la lueur se trouvait sur notre planète et qu'elle ne provenait pas de l'atmosphère du Soleil. La lueur pouvait être due à l'activité humaine, les lumières des villes, les gaz d'échappement ou autre chose. Mais là encore, les scientifiques ont fait fausse route. La lumière rouge la plus brillante était émise par des endroits sans présence humaine, où il n'y avait aucune trace de civilisation moderne. Il s'est avéré que ces endroits grouillaient de plantes. Les ondes les plus brillantes proviennent de la jungle amazonienne, des terres cultivées du Midwest américain, des forêts de conifères du Nord et d'autres zones très vertes. Pour comprendre la cause du rougeoiement planétaire, les scientifiques ont commencé à réétudier les plantes. Chaque arbre, feuille ou brin d'herbe absorbe le dioxyde de carbone et produit l'oxygène nécessaire à la vie. Les plantes y parviennent grâce à leur capacité à absorber la lumière du soleil. Ce processus bien connu s'appelle la photosynthèse. Or, une nouvelle étude a montré que chaque plante émet une lueur rouge pendant la photosynthèse. Cela se produit parce qu'elles n'absorbent pas toute la lumière solaire entrante. Elles en restituent une partie sous la forme d'une lueur rouge. Et cette partie ne représente qu'1% de toute la lumière solaire reçue. Cette petite quantité de lumière rouge est impossible à voir à l'œil nu, mais si l'on observe des millions de plantes de loin, on peut remarquer l'onde. Analysé à l'aide d'appareils spéciaux, ce nouveau processus de photosynthèse a été baptisé fluorescence de la chlorophylle. C'est une découverte extrêmement importante qui permet aux scientifiques de surveiller l'état de la nature. Auparavant, le changement de couleur des arbres nous aidait à comprendre que quelque chose n'allait pas dans les forêts. Par exemple, si un arbre devient jaune, c'est qu'il n'est probablement pas en bonne santé. Et nous pouvions observer l'état des plantes grâce aux satellites. Mais il existe de nombreuses exceptions à cette méthode. En automne, dans de nombreuses régions, presque tous les arbres deviennent jaunes et perdent leurs feuilles.
Mais quoi qu'il en soit, ce système de surveillance n'est pas très efficace. Si nous voyons un arbre en mauvaise santé à cause de ses feuilles jaunes, il est déjà trop tard pour le soigner. En revanche, tout changement dans la lueur rouge permet de déterminer les problèmes de la végétation avant que la couleur des feuilles ne change. Et cela permet de réagir à temps. Avec l'aide des satellites, on peut désormais voir les zones à problème de la planète. De plus, la lueur aide à connaître la quantité de dioxyde de carbone et d'oxygène que les arbres absorbent et rejettent. On peut anticiper le problème d'une plante avant même qu'il n'apparaisse. La lueur provient aussi des algues et du phytoplancton. Plus de 50% de l'oxygène présent dans l'atmosphère provient des océans. En théorie, il est possible de scanner d'autres planètes à la recherche de la lueur rouge pour comprendre laquelle d'entre elles pourrait avoir une atmosphère habitable. En effet, notre planète n'est pas la seule à émettre cette lueur rouge. Dans les profondeurs de l'espace, à travers un télescope, on peut voir la nébuleuse de la Tête de Cheval, l'un des plus beaux endroits de l'univers. Elle est située dans la constellation d'Orion. Les astronomes l'ont surnommée ainsi en raison de sa ressemblance avec la tête d'un cheval rejetée en arrière. Cette nébuleuse a été découverte pour la première fois en 1888. Cette immense zone de l'espace est illuminée d'une riche couleur rouge. Ce magnifique éclat est possible car il y a de nombreuses étoiles bleues superpuissantes à l'intérieur de la nébuleuse. Leur énergie est absorbée par l'une des substances les plus communes de l'univers, l'hydrogène. Les atomes d'hydrogène reçoivent une charge si forte de la part de ces étoiles superpuissantes qu'ils émettent une lumière rouge lorsqu'ils entrent en collision avec des électrons. Imagine qu'une toile superpuissante brûle près de notre système solaire, ou que notre planète soit située dans la nébuleuse de la Tête de Cheval. Nous ne remarquerions peut-être pas la lueur rouge puisque nous vivrions à l'intérieur de cette lueur. Nous ne pouvons observer de belles nébuleuses multicolores que de loin, étant à des milliers d'années-lumière d'elles. Retournons sur notre planète. Il y a une autre lueur étonnante qui entoure la Terre. Elle semble pulser, scintiller de différentes couleurs et changer constamment de forme. Si tu regardes notre planète à l'aide d'un équipement spécial, tu verras qu'elle est située à l'intérieur de cette bulle pulsant de façon irrégulière. La couche de la bulle est assez épaisse. Elle recouvre la planète à une altitude de 80 à 640 km au-dessus de la surface. Même la Station spatiale internationale vole à l'intérieur de cette bulle. Presque tous les satellites qui entourent la Terre se trouvent également dans cette zone. On l'appelle l'ionosphère. Elle assure le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation. Elle permet aux signaux radio et au GPS d'arriver jusqu'à nos téléphones portables. L'ionosphère est une couche de particules chargées qui sépare les couches supérieures de l'atmosphère de l'espace pur. En termes simples, c'est une sorte de bord de notre planète, la frontière entre l'endroit où nous pouvons respirer et le vide complet. La lumière du Soleil enlève 1 ou 2 électrons aux gaz qui entourent la Terre, de sorte que ces gaz deviennent des particules chargées. Une énorme accumulation de ces particules flottantes crée l'ionosphère. Elle change constamment de forme et de taille, car la planète tourne autour de son axe et la lumière du Soleil y parvient de façon irrégulière. Pendant la journée, l'ionosphère est toujours plus grande que pendant la nuit. À cause de cela, elle a l'air de pulser et de bouger dans différentes directions. Cette instabilité raccourcit la vie des satellites en orbite et les met souvent hors service. Mais elle contribue aussi à assurer la communication. Les signaux radio et GPS la traversent et se reflètent sur les particules chargées pour atteindre nos téléphones et nos appareils de navigation. La Terre ne se contente pas de briller, elle pulse aussi. Une pulsation inconnue provient de la surface ou des profondeurs de la planète. La pulsation se répète toutes les 26 secondes et ne s'arrête jamais. Dans une certaine mesure, elle est semblable à celle d'un cœur humain. La pulsation de la Terre provient du centre de la planète, l'équateur. Mais l'emplacement exact de la source est inconnu. Dans les années 60, cette pulsation appelée microséisme a été découverte par des sismologues américains. Plus de 50 ans ont passé, mais les scientifiques du monde entier ne connaissent toujours pas la nature de ce phénomène. Il semble que notre planète ait un cœur caché à l'intérieur de sa croûte. Selon les recherches, ce cœur pourrait se trouver dans la partie sud ou équatoriale de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée, au sein d'une région appelée la baie du Biafra. Chaque hiver, la pulsation augmente, mais ensuite, sa force faiblit à nouveau. Les scientifiques ont commencé à explorer cet endroit et ont avancé une théorie selon laquelle l'océan crée la pulsation. Les vagues traversent la surface et frappent le plateau continental de la planète. Cet impact déforme le fond de l'océan. Un impact sur n'importe quelle surface plane fonctionne sur le même principe. Frappe n'importe quelle plaque avec un marteau et tu sentiras une vibration à travers l'objet. Les mêmes battements sont créés par les vagues qui frappent le littoral. Mais il y a des vagues partout dans le monde, pas seulement à l'équateur. Alors pourquoi le microséisme se produit-il à l'équateur? Parce que c'est à cet endroit que le Soleil chauffe le plus notre planète.
L'énergie solaire stimule les tempêtes et les vents et accélère les courants océaniques. De plus, en 1980, les géologues ont découvert que le microséisme pulsait puissamment pendant les tempêtes lorsque les vagues frappent plus fort le rivage. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. Certains chercheurs pensent que la planète pulse à cause de l'activité sismique et volcanique. Or, un volcan se trouve justement sur l'une des îles de la baie du Biafra. Le lieu d'origine des pulsations est proche de ce volcan. Mais d'autres observations ont montré que le microséisme pouvait être trouvé dans tous les endroits du golfe de Guinée. Les scientifiques ne sont toujours pas capables de prouver l'une ou l'autre de ces hypothèses. La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la 3e couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant. La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre. Et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autres points comme celui-ci qui puissent faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche.
Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments. La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas.
Si la Terre rétrécit et perd sa masse, alors la force de gravité deviendra plus faible chaque jour. Les gens réussiront à sauter plus haut et à flotter dans les airs. Il n'y aura pas assez d'air puisque toute l'atmosphère s'envolera tout simplement dans l'espace. Tout deviendra léger. L'eau se transformera lentement en gaz et la Station spatiale internationale et la Lune quitteront l'orbite de la Terre pour aller faire du surf dans l'espace. Mais si la Terre se mettait à rétrécir de 2 cm par seconde et ne perdait pas de masse, alors tout notre système solaire disparaîtrait en 15 à 17 ans. Le nombre de catastrophes naturelles augmenterait de façon exponentielle. Et tout cela commencerait par une petite poussée. Tu es au supermarché en train de faire tes courses quand tu ressens soudain un tremblement de terre. Il n'est pas fort, mais il fait tomber un paquet de chips de l'étagère. À partir de ce moment, la Terre commence à rétrécir vers l'intérieur. Imagine un ballon qui se dégonfle lentement. Sa taille diminue de seconde en seconde, mais son poids reste le même, ce qui signifie que sa densité augmente. La même chose se produit avec notre planète. Tout, du noyau à la croûte terrestre, se comprime lentement vers l'intérieur. Mais les océans, la végétation, les maisons, tout reste à l'identique. Le premier jour, les gens ne remarquent pas la différence. Pendant la journée, notre planète rétrécit de 2 km. Cela représente 0,01% de la Terre entière. Après un mois, tu peux te sentir légèrement mal. Maux de tête, faiblesse, fatigue accrue. Ton corps ressent des changements de pression. La Terre rétrécit de 64 km en un mois. Le poids de la planète reste inchangé, mais sa densité augmente. Lorsque tu te trouves sur un objet qui diminue et dont la densité augmente, tu ressens en même temps le renforcement et l'affaiblissement de la gravité. Il t'est difficile de bouger tes pieds, mais le haut de ton corps te semble léger. Tu vis près du rivage, alors tu remarques que le niveau de l'eau a augmenté. Tu prends une poignée de sable, il semble plus lourd que d'habitude, mais au niveau de ta tête, le sable perd un peu de poids. Cela se produit parce qu'il y a une gravité accrue en bas. Plus tu montes, plus la gravité s'affaiblit. Mais à chaque seconde, le niveau de gravité renforcé augmente. Tu peux arriver au dernier étage d'un gratte-ciel et ressentir une incroyable légèreté. Mais plus tu descends, plus la pression devient forte. Dépêche-toi, le gratte-ciel va bientôt tomber. La gravité et le changement de forme de la Terre détruisent les villes du monde entier. Les fondations des bâtiments s'effondrent à cause du rétrécissement constant de la croûte terrestre. Les maisons deviennent plus lourdes et font beaucoup plus de bruit lorsqu'elles s'effondrent. La poussière s'élève haut dans les airs et s'envole vers le ciel. Une partie de la poussière se dépose plus rapidement sur le sol à cause de la gravité. Les mois passent. Dans les forêts, les arbres tombent car le sol compresse et brise leurs troncs. La production agricole est interrompue. Maïs, blé, tournesol, tout cesse de pousser dans de telles conditions. Après une promenade dans le parc, tes jambes sont si fatiguées que tu as l'impression d'avoir couru un marathon. Lorsque tu es allongé dans ton lit, il t'est difficile de te lever. Tu as l'impression qu'un énorme aimant te tire vers le bas. De plus, tu sens un poids sur tes paupières. Ton corps ressent constamment la même tension que celle que tu ressens au milieu de ta séance d'entraînement à la salle de sport. Tu dormirais facilement aux étages supérieurs, mais ils n'existent plus depuis que tous les bâtiments se sont effondrés. La pression atmosphérique augmente, ce qui provoque des maux de tête. Les centrales électriques et les usines ne fonctionnent plus. Les barrages se brisent et l'eau inonde de nombreuses villes. Internet a disparu. Plus aucun avion ne vole dans le ciel. Tous les outils de navigation cessent de fonctionner correctement car le paysage entier de la planète est en train de changer. Il n'y a plus de gadgets électroniques en état de marche dans le monde. Toutes les voitures consomment plus d'essence maintenant, car leur poids augmente en raison de la gravité accrue. Tu deviens aussi un peu plus lourd. Tes jambes doivent résister à une énorme charge. Tes baskets se déchirent à cause de la pression croissante. Les rochers et les collines s'affaissent au sol. Des avalanches se déclenchent dans les zones enneigées. La modification de la taille des plaques tectoniques réveille les volcans. Ils crachent des millions de tonnes de cendres dans le ciel, mais elles se déposent rapidement sur le sol. Le sable s'écoule plus vite dans les sabliers, de même que l'eau qui sort des bouteilles. Lance un ballon de basket en l'air et il retombera plus vite au sol. Mais tu ne peux même pas jouer au basket puisque le ballon ne rebondit plus du tout. Désormais, il est aussi lourd qu'une boule de bowling. Le niveau de la mer monte de plus en plus haut. Les couches supérieures des océans inondent de nombreuses villes côtières. La pression de l'eau sur le plancher océanique augmente plusieurs fois.
aucune créature vivante ne peut survivre dans de telles conditions. Alors tous les énormes calmars et autres monstres nagent des profondeurs vers la surface. La nuit, tu regardes le ciel étoilé et tu remarques que la Lune est devenue un peu plus petite. Elle s'éloigne de la planète, mais pas pour longtemps. Les astronautes de l'ISS paniquent. Ils ont l'impression que la station s'est éloignée de la planète. Cependant, ils sont toujours dans l'orbite de la Terre. La planète diminue de taille, mais ne perd pas sa masse. Les forces gravitationnelles de la Terre restent inchangées pour l'ISS. Mais maintenant, la station vole beaucoup plus vite autour de la planète. L'eau inonde presque tous les continents. Avant, les nuages étaient hauts dans le ciel, mais maintenant, ils descendent plus bas et couvrent la surface de la planète d'un épais brouillard. Les gouttes de pluie tombent plus vite et frappent le sol plus fort. La température baisse dans le monde entier. La planète s'éloigne du Soleil et gèle lentement. Mais ensuite, tout change. L'eau revient. Désormais, la force gravitationnelle de la planète est si forte qu'elle remet les océans à leur place. La pression de l'eau augmente. Il est beaucoup plus difficile de nager, même près du rivage. La densité de la Terre atteint des valeurs colossales. Maintenant, si tu trébuches et tombes, tu ne pourras pas te relever. Seuls les petits animaux et les insectes peuvent se déplacer aussi vite qu'avant. Plus un objet est léger, moins la gravité l'affecte. Une année passe. La Terre a rétréci vers l'intérieur de 750 km. L'air, les gaz, l'atmosphère, tout devient si dense et lourd qu'il est difficile de respirer. Tu ne survivras pas longtemps dans de telles conditions. La planète qui rétrécit nous éloigne du Soleil. Le ciel devient gris car la lumière provenant du Soleil a diminué. Les nuits deviennent trop sombres. La Lune n'éclaire plus le ciel nocturne. Un stylo posé sur une table semble plus lourd qu'un haltère. La table ne peut pas le supporter et se brise sous un tel poids. 8 années se sont écoulées. La taille de la planète est réduite de moitié. Cependant, son poids reste le même. Toutes les mers et tous les océans ont gelé à cause de la baisse de température et de l'augmentation de la pression. La planète qui rétrécit exerce une pression énorme sur les minéraux naturels cachés dans la croûte. Cela crée des conditions idéales pour l'apparition des diamants. Avant, ils se trouvaient à une profondeur de 100 km. Désormais, ils affleurent à la surface. 10 ans ont passé. Le diamètre de la Terre a diminué de 7500 km. Notre planète est plus petite que la Lune, mais presque 80 fois plus lourde. Tous les satellites spatiaux qui survolent la planète sont tombés sur la Terre glacée. La Terre est en train de devenir l'un des objets spatiaux les plus denses de l'univers. La force de sa gravité attire la Lune. Elle se brise en millions de morceaux et vole autour de notre planète sous la forme d'une ceinture de pierre. 17 ans se sont écoulés. Notre planète peut tenir sur la pointe d'un cheveu, mais elle n'a pas perdu sa masse. La densité colossale sur une si petite surface transforme notre Terre en un trou noir. Elle devient de plus en plus lourde et massive. Toutes les planètes du système solaire s'effondrent à mesure que l'obscur géant gravitationnel grandit. La lumière du Soleil y entre et ne ressort jamais. Le trou noir absorbe non seulement la matière, mais aussi le temps. Il devient des milliers de fois plus lourd que le Soleil. Notre étoile se divise en millions de fines bandes de lumière et libère les flux d'énergie les plus puissants. Le trou noir l'absorbe. Ah, les embouteillages. Tu es coincé sur un pont en attendant que la file de voitures avance. Mais cela fait plus de 2 heures que tu es dans ta voiture. Tu vas être en retard pour aller chercher ton ami à l'aéroport. Soudain, le pont se met à trembler. Tout le monde sort de sa voiture et court à l'autre bout. Mais il y a tellement de gens qui paniquent qu'ils commencent à se bousculer. Les boulons du pont se mettent à sauter un par un. Ce qui le fait trembler encore plus, presque tout le monde a déjà traversé vers l'autre côté, mais la première moitié du pont s'écroule, faisant glisser toutes les voitures abandonnées vers l'océan. Tu commences à grimper dessus pour essayer de rejoindre un terrain sûr. Tu y es presque. Tu sautes par-dessus quelques voitures et tu arrives à te mettre en sécurité. Tu y arrives juste à temps car tout le pont s'est effondré dans l'océan. Tous les gens sont confus. Tu commences à sentir le sol gonfler. Quelqu'un crie et tout le monde commence à se disperser comme des fourmis. Tu cours dans le centre-ville et tu vois que certains bâtiments commencent à trembler. Les trottoirs se fissurent, les bouches d'incendie éclatent, toutes les vitres de chaque bâtiment se brisent. Tout le monde s'enfuit des bâtiments en courant.
De nombreuses voitures s'écrasent les unes contre les autres, bloquant le passage aux gens. Tu vois des gens se faire évacuer, alors tu les suis en direction de la campagne qui n'a pas de bâtiment. Il y a des milliers de personnes debout côte à côte, effrayées et confuses. Quelqu'un se tient sur une estrade et annonce que la Terre grossit de 2,5 cm par seconde. On conseille à tout le monde de se rendre en ville avec des voitures de sécurité pour emballer leurs affaires et se rendre dans un abri. Il faut être rapide car la ville entière va s'effondrer. Tu entres dans l'une de ces voitures de sécurité et elle te ramène chez toi. Tu peux voir le sol s'étendre. Tu arrives au centre-ville où se trouvent tous les gratte-ciels. Ils se balancent et risquent de s'effondrer à tout moment. Soudain, ils se renversent tous, les uns sur les autres, comme des dominos. Tu as eu la chance d'attraper certaines de tes affaires, mais tu es piégé au milieu des bâtiments. Un hélicoptère sort de nulle part pour te secourir, toi et tous les autres. Depuis le ciel, tu peux voir la ville entière tomber en ruine. Les routes sont méconnaissables. Les ponts et les tunnels se sont complètement effondrés. L'hélicoptère t'emmène vers l'abri où tu passeras le reste de ta vie. Un groupe de scientifiques t'explique que la surface de la Terre va s'élever de 65 km en un mois et de 800 km en un an. Soit plus que la distance de New York à Toronto. Tu es choqué par ce que tu entends, tandis que la planète continue de grossir. Tu devais chercher ton ami à l'aéroport, mais toutes les routes sont coupées désormais. Soudain, tu reçois un appel de sa part. Il a atterri juste au moment où le sol a commencé à s'étendre et maintenant il est coincé dans l'aéroport. Tu te faufiles hors de l'abri, tu trouves un vélo au milieu de la route et tu t'y rends. Il te faudra 2 heures pour y arriver puisque l'hélicoptère t'a emmené à l'autre bout de la ville. Tu roules sur la route cahoteuse qui a complètement changé. La route auparavant plate et ouverte est maintenant pleine de mini-collines et de tranchées. Les terres agricoles sont retournées et la plupart des moulins sont détruits. Tu arrives enfin à un col qui semble instable. Tu n'as pas d'autre choix que de le franchir. C'était autrefois un sentier de randonnée, mais il ressemble maintenant à une décharge. Tu y arrives lentement en faisant attention à tout signe de danger. De nombreux arbres ont été déracinés et reposent les uns sur les autres. Soudain, un énorme arbre dégringole et bloque la route devant toi. Tu accélères et décides d'utiliser l'arbre comme une rampe de lancement. Tu traverses l'obstacle en volant et tu arrives de l'autre côté. Mais au moment où tu atterris, tu remarques un énorme glissement de terrain. Tu pars à toute vitesse sur la route cahoteuse. La montagne entière commence à trembler et finit par s'effondrer. Tu roules à travers ce chaos, esquivant chaque arbre, rocher et buisson, jusqu'à ce que tu arrives à en sortir. Tu te retournes et tu vois toute la montagne s'effondrer derrière toi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu continues sur la route jusqu'à ce que tu vois un panneau cassé indiquant l'aéroport. Ce n'est pas loin et quand tu y arrives enfin, tu essayes d'appeler ton ami. Le téléphone ne fonctionne plus, la réception est affreuse. Et tu réalises soudain que toutes les tours cellulaires sont probablement détruites à l'heure qu'il est. Le soleil commence à se coucher. Tu abandonnes presque, mais tu l'aperçois au loin. Tu récupères ton ami, vous repartez tout de suite. À ce moment-là, la piste de l'aéroport commence à s'effondrer. Elle est située juste à côté de l'océan. Donc avec l'infrastructure qui s'effondre, l'eau commence à se frayer un chemin vers la terre. Tu es à la vitesse maximale, essayant de t'enfuir avec un raz-de-marée qui te poursuit. Comme toute la montagne s'est effondrée, tu ne peux pas revenir en arrière par le même chemin. L'eau commence à toucher tes jambes. Le vélo avance difficilement, mais tu trouves un petit passage et tu t'échappes. Tu fais un détour et prends le chemin le plus long à travers la ville pour retourner à l'abri. Mais la ville a l'air encore plus étrange que lorsque tu y étais le matin. De nombreux rats et animaux errent dans les rues. Les lampadaires et les poteaux téléphoniques bloquent les routes. Les fenêtres en verre que tu as vues il y a quelques heures sont maintenant éparpillées sur le sol. Il fait trop sombre pour voir devant toi, alors ton ami et toi passez la nuit dans ce qui était autrefois une épicerie. Tu t'assures qu'il n'y a pas de toit au-dessus, sinon il pourrait s'effondrer pendant que vous dormez. De nombreux animaux dangereux se cachent dehors. Tu tombes finalement dans un profond sommeil. Le lendemain, vous reprenez la route et le niveau du sol est encore plus haut. En 24 heures, le sol s'est élevé d'environ 2 km. Tu vois un groupe de personnes qui marchent, essayant de trouver un abri. Tu leur parles de l'équipe de secours et leur expliques comment les rejoindre.
Après quelques heures, vous y arrivez aussi, mais l'endroit est désert. Il n'y a plus de tentes, ni de bâtiments provisoires. Tout le monde a disparu. Tu décides d'enquêter et de découvrir ce qui s'est passé. Mais tu n'as aucun indice. En continuant à marcher, tu commences à te sentir plus lourd que d'habitude. Comme la Terre grossit, la gravité devient également plus forte. Tu te fatigues plus rapidement qu'avant et marcher en montée te semble épuisant. Tu remontes sur ton vélo et continues à rouler à la recherche de réponses. Au loin, tu aperçois une structure en forme de dôme au milieu d'un champ. Tu entres et tu remarques que tout le monde a été amené ici. Tu t'installes. À l'intérieur du dôme, un véhicule géant de la taille de 3 centres commerciaux est en train d'être construit. Ce sera la nouvelle ville mobile. 1 an plus tard, la surface de la Terre s'est élevée de 800 km. Certaines montagnes ont grandi, mais d'autres sont encastrées dans la terre. Les forêts et les jungles ont perdu environ 90% de leurs arbres. Les océans et les mers ont dessiné une nouvelle carte car beaucoup d'eau a été piégée sous la terre. Tout cela a fait chuter les niveaux d'oxygène. La gravité est devenue encore plus forte, rendant beaucoup plus difficile de marcher sans être essoufflé. Gravir des collines n'est définitivement pas facile. De nombreux tsunamis, volcans et séismes ont détruit des terres et des villes et ils se produisent maintenant plus fréquemment qu'avant. La chaleur provenant du noyau de la Terre est de plus en plus forte. Toute l'économie mondiale s'est effondrée dès que la Terre a commencé à grossir. Il est désormais impossible de creuser pour trouver du pétrole, donc tu ne peux plus utiliser de véhicules fonctionnant à l'essence. Les véhicules aujourd'hui ont des roues spécialisées pour les terrains accidentés et sont alimentés par le soleil. Tout le monde vit dans ces dômes géants, dotés d'énormes roues, pour changer constamment d'endroit lorsque cela devient risqué. Félicitations, tu es maintenant l'un de ces conducteurs de dômes et tu te diriges vers la côte Est. L'endroit est bondé avec environ 5000 personnes qui vivent et travaillent à l'intérieur. Chacun a des responsabilités spécifiques pour que la zone soit bien entretenue. Mais attends, un embouteillage ? Une autre ville dôme mobile se trouve devant toi et elle avance à peine. Tant que tout le monde est dans le dôme, ils sont en sécurité. Mais pour combien de temps ? Je ne sais pas à qui j'écris ceci, ni pourquoi. Après tout, c'est la fin du monde, donc tout le monde sait tout ce que j'ai à dire de toute façon. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que je dois le raconter à quelqu'un, alors... Cela a commencé par de légères secousses provenant du sous-sol. Personne n'y a vraiment prêté attention, surtout dans les régions à forte activité sismique. Les gens pensaient que ce n'était que des tremblements de terre mineurs. Ils en parlaient dans les journaux, mais peu s'en souciaient. Mes parents... Je n'avais que 12 ans à l'époque, étaient parmi ceux qui s'en souciaient, mais gardons cela pour plus tard. En 1 an seulement, les secousses sont devenues beaucoup plus fortes et plus fréquentes. Dans certaines régions, elles se sont transformées en véritables tremblements de terre, causant beaucoup de dégâts dans les villes et les villages. Pire encore, des volcans auparavant en sommeil ont commencé à se réveiller. Les gens du monde entier ont commencé à s'alarmer. Les scientifiques ont beaucoup parlé du changement climatique et de l'impact de l'humanité, mais il était évident que personne n'avait vraiment de réponse définitive. La situation ne s'est pas améliorée non plus. Au fil des mois, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ont progressivement augmenté en puissance et en fréquence. Au début, une seule catastrophe naturelle majeure par mois était signalée, mais en 2 ans, il y en a eu au moins 4 dans la même période, aux 4 coins du monde. Même les régions normalement calmes ont souffert de tremblements de terre, et des tsunamis en ont résulté. Les gens ont essayé de s'adapter, mais tout se déroulait trop vite pour pouvoir réagir de manière adéquate. Tout ce qu'il nous restait à faire était d'apprendre à être toujours prêts à quitter nos maisons et à nous enfuir. Nous avons renoncé à la construction de grands immeubles d'habitation robustes et avons opté pour des maisons légères imprimées en 3D. Elles étaient facilement détruites, mais aussi facilement construites, ce qui était un énorme avantage. Les articles de luxe perdaient rapidement de leur valeur, tandis que l'électronique mobile et les outils de survie se vendaient de plus en plus cher. Les gens commençaient à vraiment apprécier ce qu'ils avaient et à s'apprécier les uns les autres. Les voisins s'entraidaient et des villes entières unissaient leurs efforts pour construire des communautés fortes et se préparer au pire, ensemble. Puis le pire est arrivé plus tôt que prévu. La planète entière a été secouée par un tremblement de terre titanesque. Nous avons pensé que c'était la fin pour nous tous, car le sol a tremblé pendant des heures et n'a cessé que le lendemain. Par la suite, des rapports sont arrivés de la côte atlantique. L'océan s'était retiré, laissant de vastes étendues de sable et de coraux nus. Des équipes de recherche sont parties en hélicoptère à la recherche des causes de ce cataclysme et ont trouvé l'impensable. Il y avait un énorme tourbillon au milieu de l'Atlantique, des centaines de fois plus grand que le plus grand trou d'eau du monde. L'eau de l'océan s'écoulait dans ce gigantesque évier
comme si quelqu'un avait retiré le bouchon du fond. Dans un sens, c'est exactement ce qui s'est passé. Les plaques tectoniques sous l'Atlantique se sont séparées, formant une énorme brèche dans le fond. Du magma bouillonnant s'est déversé, mais a été éteint par la masse d'eau impressionnante, qui s'est ensuite précipitée dans l'abîme. L'eau s'est engouffrée si rapidement que le niveau général de l'eau a baissé en quelques heures. L'événement a été surnommé la Grande Faille Atlantique, mais ce n'était encore que le début. Avec l'augmentation de la fréquence des tremblements de terre et des éruptions, la configuration des vents dans le monde entier a changé, ce qui a entraîné des ouragans massifs. Il semblait que la planète entière était contre ses habitants. Mais comme je l'ai dit plus tôt, mes parents étaient ceux qui s'en souciaient le plus, et ils devaient en connaître la raison. Ils étaient géologues à l'Agence spatiale internationale, qui a poursuivi ses recherches malgré tous les cataclysmes. Et ce sont eux qui en sont venus à la conclusion affligeante, pour une raison inconnue, la Terre avait commencé à s'agrandir. Cela expliquait tout, les séismes de plus en plus fréquents sont causés par le mouvement des plaques tectoniques. Le magma en mouvement a été poussé du manteau vers la croûte et a éclaté à la surface à des endroits exactement adaptés à cela, les volcans. Et cela signifiait qu'il y aurait d'autres événements comme la Grande Faille Atlantique, mais encore plus catastrophiques. 1 an plus tard, nous avons déménagé pour nous installer au sein de l'agence avec les familles des autres employés et des chercheurs. Les bâtiments étaient ultra résistants. Nous étions donc protégés des atrocités de l'extérieur. Nous avons accueilli autant de personnes que possible, mais bien sûr ce n'était pas suffisant. Des millions d'autres ont été laissés, livrés à eux-mêmes, et nous ne pouvions qu'espérer que tout le monde était en sécurité. À ce moment-là, comme l'estimaient les scientifiques, la planète avait déjà grandi 1,5 fois sa taille d'origine. Et à première vue, le rythme auquel elle se développait s'accélérait. Au cours d'une autre année de notre vie de bunker, nous l'avons vu grandir 2 fois plus. Des crevasses encore plus grandes que celles de l'Atlantique ont surgi dans différentes parties du monde, provoquant un chaos généralisé. Tout le monde est alors parti vivre sous terre, où c'était relativement sûr. Les communications entre les continents étaient pratiquement perdues et tout ce que nous avons appris sur la situation susmentionnée provenait d'expéditions audacieuses menées par des scientifiques. La planète a été ravagée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis et des ouragans qui se produisent presque quotidiennement maintenant. La vie à la surface était pratiquement impossible. C'est alors que l'équipe combinée de chercheurs et d'ingénieurs a soudainement trouvé la solution sur laquelle elle travaillait depuis 5 ans. Ils l'ont appelée l'Arche. Plusieurs équipes ont convenu de construire d'énormes vaisseaux spatiaux pour évacuer l'humanité ainsi que les espèces animales, les poissons et les insectes survivants au cas où la Terre se désagrégerait. Et le moment qu'ils redoutaient est finalement arrivé. Tout le monde dans les bâtiments de l'agence, y compris mes parents et moi-même, a été escorté jusqu'à un énorme hall où se trouvait l'une des arches. Toutes les autres personnes du continent qui ont réussi à venir étaient également là. On nous a donné des papiers d'identité et nous avons ensuite été autorisés à embarquer. Chaque personne a reçu une capsule séparée qui devait nous maintenir en hibernation pendant toute la durée du voyage dans l'espace. On nous a dit que nous étions les colons, les pionniers de la colonisation de l'espace. Nous allions sur Mars. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici où j'écris tout cela. Nous avons réussi à monter à bord de l'Arche et nous avons été endormis dans nos capsules. Quand je me suis réveillé, nous étions déjà en train d'atterrir. Je ne vais pas t'assommer avec les détails de la terraformation et de l'installation dans notre nouvelle maison. Au début, nous portions tous des combinaisons spéciales équipées de réservoirs d'oxygène, mais bien vite, nous avons construit un dôme avec une atmosphère artificielle et commencé à rendre le territoire habitable, à la fois pour nous et pour les animaux que nous avions amenés. 10 ans se sont écoulés depuis lors. Nous nous sentons presque chez nous sur la planète rouge, qui n'est plus vraiment rouge. Il y a des forêts luxuriantes et de grandes villes qui s'étendent tout autour. Mars est inactive, il n'y a donc pas de tremblement de terre ni d'ouragan ici. La vie est assez paisible, bien qu'elle soit extrêmement active avec tout le travail qu'il reste à faire. Mais pendant tout ce temps, nous avons tous regardé avec anxiété notre planète natale s'agrandir. Au début, elle était à peine visible dans le ciel nocturne, mais au fil des mois, elle est devenue de plus en plus apparente, jusqu'à ce qu'un jour elle puisse être observée en détail à l'œil nu. Aujourd'hui, elle a la taille de la Lune dans notre ciel et est visible même à la lumière du jour. Le Soleil semble beaucoup plus petit d'ici qu'il n'était vu de la Terre. Donc en gros, notre planète natale semble maintenant plus grande que son étoile. Grâce au télescope, nous pouvons voir sa surface couverte de cicatrices et de fissures des dizaines de fois plus grandes que le Grand Canyon. Il n'y a plus de mer et d'océan, et les continents ont dérivé au loin. Le monde autrefois vert et bleu si accueillant est maintenant une terre stérile et désolée, bouillonnante de feu et de soufre. Le soleil n'aide pas non plus. Quand la planète était petite, l'étoile baignait dans sa lumière et sa chaleur, lui donnant vie et énergie. Aujourd'hui, comme la Terre est 100 fois plus grande, le soleil brûle sa surface et les restes de son atmosphère.
Mais même cela, ça n'est pas tout. Avec la taille, la gravité a aussi augmenté. Étant si grande et massive, la Terre est entrée en collision avec la Lune, la consommant presque entièrement. Vénus, qui était similaire à la Terre précédente, a commencé à être tirée vers la planète qui a soudainement grandi. Et la Terre elle-même gravite lentement vers le Soleil. Les scientifiques disent qu'un jour, elle absorbera d'abord Vénus et Mercure, puis brûlera complètement sous la chaleur du Soleil. Waouh! Tout ce que j'espère maintenant, c'est de ne jamais le voir de mes propres yeux. Tu es un sismologue qui travaille dans un observatoire géologique. Le matin, tu vérifies les équipements qui surveillent l'activité sismique et règles les instruments. Ensuite, tu inspectes les mouvements des plaques tectoniques. Soudain, l'un des appareils montre un signal étrange. C'est comme un petit tremblement de terre. Tu enregistres cette poussée et continues à travailler. Mais le signal se répète à nouveau. Un peu de temps passe et les appareils l'enregistrent pour la 3e fois. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre car le signal est trop faible pour cela. Il se répète toutes les 26 secondes et ressemble à un pouls. Le cœur humain pulse près du centre de la poitrine. Le pouls de la planète provient également de son centre, l'équateur. Tu appelles d'autres spécialistes et tu leur parles de ce phénomène inhabituel, mais personne ne sait de quoi il s'agit. De plus, tu ne parviens pas à déterminer la source de l'impulsion. Tu arrives à l'endroit d'où provient la vibration et tu ne trouves rien. Le sol continue de vibrer sous tes pieds, mais il est impossible de comprendre la raison. Dans les années 1960, cette impulsion appelée microséisme a été découverte par des sismologues américains. Plus de 50 ans ont passé, mais les scientifiques du monde entier ne connaissent toujours pas la nature de ce phénomène. Il semble que notre planète ait un cœur caché à l'intérieur de sa croûte, qui bat toutes les 26 secondes. Selon les chercheurs, ce cœur pourrait être situé dans la partie sud ou équatoriale de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Cette zone est appelée le golfe du Biafra. Chaque hiver, le pouls devient plus fort, mais il s'affaiblit à nouveau en été. Quand les scientifiques ont commencé à explorer cet endroit, ils ont avancé une théorie selon laquelle l'océan pouvait être à l'origine de l'impulsion. Les vagues frappent le plateau continental de la planète. Cet impact déforme le fond de l'océan. Une main humaine qui frappe une table fonctionne sur le même principe. Assieds-toi d'un côté de la table et pose tes mains dessus. Laisse quelqu'un d'autre frapper la table depuis le côté opposé. Tu sentiras une vibration. Les vagues de l'océan qui frappent le littoral créent un effet similaire. Quelqu'un peut objecter qu'il y a des vagues partout dans le monde, pas seulement à l'équateur. Oui, mais c'est là que le soleil chauffe le plus notre planète. L'énergie solaire provoque des tempêtes et des vents puissants et accélère les courants océaniques et les vagues. De plus, en 1980, des géologues ont découvert que les tremblements de terre devenaient plus forts pendant les tempêtes. En d'autres termes, lorsque les vagues frappent le littoral avec plus de puissance. Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. Certains chercheurs pensent que la planète a des pulsations à cause de l'activité sismique. Elle proviendrait d'un volcan situé sur l'une des îles du golfe du Biafra. L'endroit où l'impulsion était la plus forte est proche du volcan. Mais des analyses plus poussées ont montré que les tremblements de terre se produisaient dans toutes les parties du golfe de Guinée. C'est pourquoi les scientifiques ne peuvent toujours pas prouver aucune de ces théories. Notre planète ne pulse pas seulement de l'intérieur. La Terre est entourée d'un mince halo lumineux. Il change constamment de forme et brille de différentes couleurs. Si tu observes notre planète à l'aide d'un équipement spécial, tu verras que la Terre se trouve à l'intérieur d'une bulle qui pulse de façon irrégulière. Elle est située à une altitude de 80 à 640 km au-dessus de la surface de la Terre. Cette bulle s'appelle l'ionosphère. Il s'agit d'une couche de particules chargées qui sépare la haute atmosphère de l'espace. En d'autres termes, c'est la frontière qui sépare la région où l'on peut encore respirer et le vide complet de l'espace. La Station spatiale internationale voyage à l'intérieur de l'ionosphère. La plupart de nos satellites se déplacent également à l'intérieur des frontières de la bulle qui pulse. Ce phénomène naturel peut à la fois aider et perturber le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation. Il aide les signaux radio et GPS à parvenir jusqu'à nos téléphones portables, mais il peut aussi interrompre la stabilité de la connexion. Tout dépend du nombre et de la densité des particules chargées. La lumière du Soleil enlève 1 ou 2 électrons au gaz qui entoure notre planète, et ils deviennent alors des particules chargées. Ces particules constituent l'ionosphère. Elles changent constamment de forme et de taille. Cela se produit parce que la planète tourne autour de son axe et que la lumière du Soleil tombe sur elle de manière irrégulière.
Pendant la journée, l'ionosphère est toujours plus grande que la nuit. À cause de ce phénomène, elle palpite et bouge constamment. Cette instabilité raccourcit la durée de vie des satellites en orbite et les met souvent hors service. Les signaux radio et GPS traversent l'ionosphère et sont réfléchis par des particules chargées. Ils s'envolent ensuite vers leur destination, vers les téléphones, les navigateurs et autres appareils équipés de récepteurs GPS et radio. Notre planète ne fait pas que pulser, elle bourdonne aussi. Le bruit que la Terre produit s'appelle le hum. Oh! Il est impossible d'enregistrer ce son. Mais malgré cela, 2 à 4% des habitants de la planète l'entendent. Partout dans le monde, des gens qui ne sont connectés d'aucune façon parlent d'un bourdonnement bizarre. Il interrompt leur sommeil et les empêche de se concentrer. Ce bruit les suit partout. Peut-être que tu l'entends aussi, mais tu n'y fais pas attention. Mais une fois que tu auras détecté le hum, tu ne pourras plus le désentendre. Certains habitants d'un petit village d'Écosse décrivent ce bourdonnement comme un son épais de basse fréquence. Il existe un site internet avec une carte où des personnes du monde entier s'inscrivent et décrivent ce bruit mystérieux. Presque partout, il s'agit d'une vibration à basse fréquence à peine perceptible par l'oreille humaine. Parfois, les gens disent qu'il ressemble au bruit d'un avion qui passe au-dessus de leur tête, mais en moins bruyant. Certaines personnes le décrivent comme le bruit d'un moteur de camion en marche placé dans le jardin. C'est un bourdonnement dans la rue quand ils rentrent chez eux. Et il devient plus fort lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. Si tu l'entends aussi, tu peux le marquer sur la carte. Il existe des documents datant du 19e siècle qui décrivent un son similaire au hum. Mais c'est dans les années 1970, en Angleterre, que les médias ont commencé à parler de ce phénomène pour la première fois. Depuis lors, de nombreuses théories ont été formulées, tant par des scientifiques que par des personnes qui tentent de capter le hum. Il existe une hypothèse selon laquelle le bruit proviendrait du trafic à grande vitesse sur les autoroutes, ou bien qu'il serait causé par un trop grand nombre d'avions qui volent dans le ciel. Le bourdonnement et les vibrations peuvent être produits par des stations électriques, des usines, des équipements industriels et d'énormes bouches d'aération. Certaines personnes pensent que la raison de ce bourdonnement est le mouvement des plaques tectoniques et de la croûte terrestre sous les eaux océaniques, mais personne n'a encore réussi à le prouver. Dans la plupart des cas, les gens entendent le hum dans les grandes villes. Et bien sûr, ils s'en plaignent souvent et demandent que des enquêtes soient menées. Mais toutes les tentatives pour trouver la source de ce bruit n'ont donné aucun résultat. Il est possible que 4% des gens aient une ouïe unique qui capte les ondes sonores de basse fréquence. Une théorie affirme que la source du hum est constituée de signaux radio spéciaux. Ils sont utilisés dans le monde entier pour communiquer avec les sous-marins. Ces signaux radio peuvent provoquer une réaction chez les gens. C'est comme si tu entendais un bourdonnement. Cela se produit lorsque l'énergie rayonnante entre en collision avec les tissus mous du crâne humain. Elle stimule le nerf auditif et crée une hallucination auditive. Mais la théorie la plus sympa est apparue dans la ville de Sausalito, en Californie. Beaucoup de gens là-bas entendent le hum et les biologistes pensent que les poissons pourraient en être la raison. Il y a beaucoup de poissons-crapauds sur la côte ouest. Ils peuvent produire un son unique qui n'est pas audible en soi. Mais l'onde sonore provenant du poisson entre en résonance avec les bâtiments situés près de la côte. Cette résonance produit le bourdonnement. Même un seul poisson peut faire cela. Imagine ce qui se passe lorsque des milliers de ces créatures marines crient en même temps. Mais les personnes qui vivent près de la côte ne sont pas les seules à avoir des problèmes avec le bruit. Ceux qui vivent dans le centre-ville entendent aussi le bourdonnement. Et comme les ondes sonores créées par les poissons ne peuvent pas se propager aussi loin, la théorie a été rapidement réfutée. Notre planète n'est pas la seule à bourdonner. En 2020, des scientifiques ont enregistré un étrange bourdonnement sur Mars. Il s'agit d'un long bip silencieux qui se propage à la surface de la planète rouge. Parfois, il change un peu à cause des tremblements de Mars, qui sont un autre mystère. Les tremblements de terre se produisent sur notre planète en raison des mouvements des plaques tectoniques. Les tensions s'accumulent et se libèrent dans la croûte terrestre. Cela peut produire des tremblements de terre. Mais il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Donc les tremblements de Mars ne sont pas censés se produire là-bas. Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe.
Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste, sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de piste pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde se regroupe pour se mettre à l'abri, et d'autres gros objets apparaissent dans le ciel. Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire, qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes, mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique, à la station d'observation du pôle Sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique. Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station Amundsen Scott du pôle Sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débitent des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique. Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les raz-de-marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers, loin des océans et des mers, qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. À chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre. L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit, mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elle possède la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début, mais petit à petit c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune. Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radar pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique, qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane, sans rien autour, sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche.
c'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture. Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil, puisque Jupiter est plus petite. Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les raz-de-marée deviennent de plus en plus forts, et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La station spatiale internationale est complètement détruite ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. 6 mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune. Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire. Partons pour un voyage dans le temps. Nous survolons le Moyen-Âge, les premières civilisations humaines, les ancêtres des premiers humains, les dinosaures, les premiers animaux terrestres, les anciennes créatures marines, et ainsi de suite jusqu'au tout début des temps. Et la voilà, cette nébuleuse est notre futur système solaire. Pour l'instant, ce n'est qu'un nuage de poussière multicolore, composé d'hydrogène et d'hélium qui tourne sur lui-même. Ce nuage a commencé à rétrécir et à devenir plus dense. Il existe une théorie selon laquelle il y aurait eu des explosions de supernovas près de notre nébuleuse. Leurs ondes de choc ont pressé la nébuleuse de différents côtés, jusqu'à ce que le centre du nuage devienne trop lourd. L'énorme poids l'a comprimé, et des réactions nucléaires en chaîne ont commencé au centre même de ce nuage. Cela a chauffé le nuage et l'a fait briller. Bientôt, il s'est transformé en une sphère dense, et c'est ainsi que notre Soleil est né. Cela s'est passé il y a environ 4,5 milliards d'années. Notre planète n'existe pas encore. Il n'y a qu'un disque de poussière et de débris spatiaux en orbite autour du jeune Soleil. Ces débris fusionnent progressivement et deviennent de plus en plus lourds. Observons le centre même de cette pile d'astéroïdes. Le poids total des débris comprime tellement la région centrale qu'un noyau métallique dense s'y forme. L'énorme pression chauffe le noyau et la température au centre de la jeune Terre atteint près de 6000 degrés. Et il y a un noyau liquide autour du noyau solide. Cela crée le champ magnétique de notre planète. Maintenant, lorsque les radiations du Soleil et du vent solaire atteignent la Terre, elles se fracassent contre le bouclier que forme notre champ magnétique. Jusqu'à présent, notre planète ne cesse de brûler et ressemble plutôt à une boule de lave. Mais elle commence à se refroidir, formant une croûte solide. À ce moment-là, une autre protoplanète apparaît à l'horizon. Elle ressemble plutôt à un astéroïde de la taille de Mars. Et ce débris massif vole vers nous. Il frappe la jeune Terre à un angle tel qu'il décroche une partie de notre planète. Le débris se brise en plusieurs morceaux et s'arrête dans notre orbite. Après un certain temps, tous ces débris se rassemblent pour former la Lune. À la suite de cette collision, la Terre se met à tourner trop vite. Une journée dure alors environ 5 heures, au lieu des 24 habituelles. Mais la Lune est suffisamment lourde pour ralentir la rotation de notre planète grâce à la gravité. La Terre ne ressemble pas encore à un endroit hospitalier. Les forces gravitationnelles de la Lune pénètrent profondément dans la Terre et provoquent davantage d'activité volcanique. De plus, des météorites tombent constamment, provoquant de fréquentes explosions à sa surface. Le gaz qui sort des volcans forme notre atmosphère. La glace qui a été apportée sur notre planète par les météorites s'évapore. La vapeur s'élève et se transforme en pluie. Cette eau de pluie tombe à la surface, refroidissant la lave chaude et formant les premiers lacs et rivières. Pendant encore plusieurs centaines de millions d'années, la Terre ressemble à la surface de Vénus.
c'est-à-dire un endroit sans vie avec un tas de volcans, des pluies acides et pas d'oxygène à respirer. Le soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. De plus, ses rayons pouvaient à peine traverser les tonnes de poussière volcanique présentes dans l'atmosphère. Mais il y a environ 3,7 milliards d'années, la première vie apparaît ici sous la forme d'organismes unicellulaires qui n'avaient pas besoin d'oxygène. Ils sont apparus dans les parties chaudes et peu profondes de l'océan près du rivage. Ces bactéries ont régné sur la Terre pendant près de 2 milliards d'années, tout au long de l'éon archéen. Elles ont laissé des stromatolites. Ce sont des piliers de terre au fond des eaux chaudes peu profondes. Ils sont le produit d'organismes simples et de bactéries. Ces bactéries ont évolué, jusqu'à ce qu'elles apprennent la photosynthèse. Les bactéries ont commencé à produire de l'oxygène en absorbant l'énergie de la lumière du soleil. Au début, cet oxygène était utilisé pour oxyder les roches, mais ensuite l'excès d'oxygène a commencé à remplir l'atmosphère. De plus, à cette époque, les premières algues sont apparues, qui produisaient également de l'oxygène. Cet événement est appelé l'événement de grande oxydation, et il a provoqué la disparition de presque tous les organismes vivants de la surface de la Terre. Pour les organismes simples, l'oxygène était toxique, et les restes de bactéries et de micro-organismes ont coulé au fond de l'océan. Plusieurs millions d'années plus tard, ces restes seront recyclés, et sous l'énorme pression de l'eau et de la croûte terrestre, ils se transformeront en pétrole. L'éon archéen s'est terminé par cette catastrophe il y a environ 2,5 milliards d'années. Au même moment, des continents se formaient sur Terre, qui allaient plus tard dériver dans les océans du monde, comme des puzzles, et former un supercontinent. Mais pour l'instant, le méthane et le dioxyde de carbone constituent toujours la majeure partie de l'atmosphère. Ils provoquent un effet de serre et l'augmentation des températures sur Terre. Mais l'apparition de l'oxygène stoppe l'effet de serre. Et la température sur notre planète baisse. Une période glaciaire, appelée glaciation huronienne, qui a duré de 2,4 à 2,1 milliards d'années, commence. Les scientifiques supposent que notre planète était presque entièrement recouverte de glace à cette époque, même à l'équateur. C'est un changement colossal quand on sait qu'il y a 2 milliards d'années, notre planète ressemblait à une boule de lave. Pendant la glaciation huronienne, la Terre ressemble plus à Europe, le satellite naturel de Jupiter. Là aussi, il y a une épaisse croûte de glace, sous laquelle se trouve un océan liquide chauffé par le noyau. L'évolution du Soleil a sauvé notre planète. Depuis sa naissance, il y a 4 milliards et demi d'années, il n'a cessé de grossir et de se réchauffer. Ainsi, après 300 millions d'années d'une période glaciaire, la Terre commence à se réchauffer à nouveau. Mais presque toute la vie qui s'y trouvait a été anéantie, et l'évolution doit recommencer à zéro. Il y a environ 1 milliard d'années, tous les continents de notre planète ont été rassemblés en un supercontinent hypothétique, Rodinia. Et tous les océans ont formé un immense océan, Mirovia. Il y a 750 millions d'années, ce continent s'est brisé, et d'énormes morceaux de terre ont commencé à dériver sur la planète. Des plantes complexes et des micro-organismes multicellulaires sont apparus juste à ce moment-là. Les algues, les éponges et les champignons n'étaient pas les seuls habitants de l'océan. Voici les Spriggina. Ce sont des sortes de vers de la taille d'un doigt humain. Nous avons trouvé des restes de ces animaux qui ont au moins 550 millions d'années. Il y a 541 millions d'années, l'éon phanérozoïque a commencé. L'événement principal de cette époque est l'explosion cambrienne. La vie a commencé à s'épanouir sur Terre, et une grande variété d'organismes vivants est apparue. Des mollusques et des échinodermes, comme les étoiles de mer et les oursins, sont apparus. Les organismes vivants ont évolué, possédant non seulement un squelette interne, mais aussi externe, comme les trilobites. Certaines de ces créatures pouvaient atteindre près d'1 mètre de long. Leur coquille protectrice suggère qu'il y avait des prédateurs dans les océans. Une chaîne alimentaire a commencé à se former à cette époque. Au même moment, les continents à la dérive ont fusionné à nouveau. Ce supercontinent a une forme différente et s'appelle Pannotia. Plus tard, ces continents ont à nouveau dérivé et ont commencé à se heurter les uns aux autres. Cela a conduit à la formation de chaînes de montagnes. Puis les continents se sont rencontrés pour la dernière fois et ont formé le supercontinent géant appelé Pangée, il y a environ 335 millions d'années. Ici, nous pouvons déjà voir les contours des continents modernes, à savoir l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et l'Eurasie. L'une des plus grandes créatures marines qui ait jamais existé, le Dunkleosteus, est apparue. Certains spécimens pouvaient être aussi longs qu'un bus scolaire et peser autant qu'un gros 4x4. La Terre avait un climat chaud et humide. Cela a encouragé les fougères et d'autres plantes à pousser plus vite. Certaines d'entre elles pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, certains animaux quittent l'océan et vont sur les terres, comme Elginer-Péton et Ichthyostega. Au début, ils ne vivent que sur la côte, car leur peau n'est pas adaptée à la lumière constante du soleil. De plus, ils ont des problèmes respiratoires. Les premiers animaux terrestres avaient à la fois des branchies et des poumons,
Mais leurs poumons étaient sous-développés, si bien qu'ils devaient fréquemment retourner dans l'eau. Des millions d'années plus tard, ces animaux ont évolué vers des amphibiens plus avancés. Bien qu'ils ne soient pas plus grands que les lézards ordinaires, ils pouvaient déjà vivre pleinement sur Terre. Mais cet épanouissement de la vie a pris fin avec une nouvelle ère glaciaire. Les glaciers des pôles ont lentement dérivé vers l'équateur. Les animaux n'étaient pas préparés à cela, et la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à cet événement d'extinction. Mais il y a 290 millions d'années, l'évolution a repris le dessus, et des animaux terrestres plus évolués ont commencé à apparaître. Petit à petit, ils ont augmenté en taille, se sont multipliés, et ont donné naissance à de nouvelles espèces, comme le Scutosaurus et le Gorgonopsia. Mais cette période n'a pas duré longtemps non plus. Seulement 40 millions d'années plus tard, à la suite d'événements inconnus, 95% de tous les organismes vivants sur Terre ont cessé d'exister. Cela a pu être causé par une météorite géante ou par une activité volcanique accrue. Une autre hypothèse dit que cela aurait pu être dû à la libération de méthane du fond de l'océan. L'ère mésozoïque a commencé après cette extinction. C'est là que les dinosaures tels que nous les connaissons sont apparus et ont commencé à écrire une nouvelle page de l'histoire de la Terre. Minuit, la jeune Terre en fusion entre en collision avec un autre planétoïde appelé Théa. La Lune se forme. De minuit à 4h30, la planète et l'atmosphère se transforment. Les continents fusionnent pour former des supercontinents. Ils se séparent à nouveau. Cela se produit tous les 400 millions d'années, soit toutes les 2 heures sur l'horloge. À 5h30, les premiers organismes unicellulaires commencent leur vie dans l'océan. Il est 8 heures lorsque les premiers virus apparaissent. À 11 heures, les bactéries photosynthétisantes ont réussi à absorber suffisamment de lumière pour remplir l'atmosphère d'oxygène. Cela prend 1 milliard d'années, soit 6 heures sur notre horloge. À 11h35, la toute première boule de neige de la Terre se forme. Même les océans se transforment en glace. Ne t'inquiète pas, tout aura fondu à midi. À 13h, des cellules spéciales avec des organes internes prennent vie. 3 heures plus tard, elles commencent à se diviser en 3 groupes qui deviendront finalement des champignons. Faisons une avance rapide, pendant que ces cellules passent de forme de vie simple à complexe. À 19h20, quelque chose de familier apparaît, des éponges. Il est 19h55 et la Terre gèle à nouveau. Elles fond en 2 minutes. 20h, regarde dans l'océan. Les premiers cténophores apparaissent. Vers 20h30, la Terre voit apparaître sa couche d'ozone. En seulement 2 minutes, l'océan se remplit de plantes. À 20h45, la vie est florissante dans la mer. Des méduses nagent désormais autour des coraux. Les étoiles de mer sont en route. À 20h52, on peut voir des traces sur le fond de l'océan. Les créatures ont commencé à ramper. Il est 21h10. Les créatures marines décident d'aller explorer la terre ferme. 30 secondes plus tard, différents animaux et plantes apparaissent. Ils se répandent sur toute la planète en un instant. 21h41, c'est l'heure des premiers insectes. Ils se nourrissent des plantes et des arbres nouvellement formés sur la terre ferme. À 21h45, les premiers animaux à 4 pattes apparaissent dans les eaux peu profondes. À 22h10, ces créatures à 4 pattes se divisent en groupes qui deviendront plus tard des mammifères, des reptiles, des oiseaux et des dinosaures. À 22h30, tout disparaît. Une extinction massive a lieu. Elle est provoquée soit par un énorme astéroïde, soit par une énorme éruption volcanique. Seuls 5% des espèces survivent. 22h34, les dinosaures font enfin leur apparition. Le premier était le Nyasasaurus, mais les experts ne sont pas sûrs qu'il soit bien le premier du genre, ou un proche cousin qui s'est transformé en dinosaure. 22h45 marque une autre extinction de masse. Les premiers dinosaures y survivent et en profitent pour se répandre dans le monde entier. Dans 5 minutes, le tyrannosaure apparaîtra. À 23h, les premiers oiseaux apparaissent en Europe. Il est 23h15 et les mammifères se séparent en différents groupes. Ils vont se ramifier et former des baleines, des éléphants, des tatous et des primates. À 23h17, les dinosaures atteignent leur taille maximale. Le plus grand de tous les temps est l'Argentinosaurus. Il est aussi long que 10 autobus scolaires et assez grand pour glisser sa tête par une fenêtre du 7e étage. Il est 23h26 quand un astéroïde géant s'écrase sur la Terre. De la poussière vole partout. Quelques secondes plus tard, tout s'éclaircit, mais les dinosaures ont disparu.
Avec la disparition des dinosaures, les quelques mammifères restants peuvent prendre le contrôle de la planète. À 23h30, les primates se séparent en 2 groupes et l'un d'eux deviendra un singe, puis un gorille, puis un peu plus tard un humain. À 23h58, les chimpanzés et les bonobos apparaissent. 15 secondes plus tard, les espèces d'homininées commencent à marcher sur 2 jambes. Il est 23h59 et 23 secondes, c'est l'heure à laquelle les humains apparaissent en Afrique. 1 seconde plus tard, ils ont migré dans le monde entier. Ils n'ont pas de langage et ne peuvent pas utiliser ni créer d'outils. Cela se produit à 23h59 et 58 secondes, soit 2 secondes avant la fin de la journée, il y a 100 000 ans. Notre espèce humaine, complexe, est enfin apparue. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. 1 seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment 2 lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation.
C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras 2 énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent.
Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Au moment où la Terre sera coupée en deux moitiés, la quasi-totalité des êtres vivants disparaîtront. Aucun film n'a jamais décrit une telle apocalypse. L'atmosphère sera touchée, le champ magnétique modifié et l'aspect de notre planète complètement transformé. Mais la Terre aura l'occasion de se renouveler entièrement et la vie, tel un phénix, renaîtra de ses cendres. Pour couper la planète en deux, un laser super puissant sera nécessaire. Il recevra son énergie directement du Soleil, l'arme sera envoyée dans l'espace à bord d'une fusée et voyagera à des milliers de kilomètres de notre monde. Une fois à destination, il se déploiera pour exposer ses panneaux à sa source lumineuse. Le laser absorbera et concentrera les rayons du Soleil. Ensuite, un puissant faisceau d'énergie, du diamètre de plusieurs villes, sera projeté sur le centre de la planète. En raison des températures extrêmes, les océans traversés par le faisceau se mettront à bouillir et s'évaporeront. Ces vapeurs se transformeront en de vastes nuages d'orage dans le ciel. Un vent puissant les poussera au-dessus des continents, de fortes pluies tomberont, inondant non seulement les villes, mais des pays entiers. Avec le déplacement des plaques tectoniques, les mers se soulèveront pour former de terribles tsunamis. Et d'énormes vagues s'écraseront sur les côtes. La Terre a donc été coupée en deux, et ce n'est que le début. La structure de la planète, ou plutôt de chacune de ses moitiés, est en train de changer. De forts tremblements de terre se produisent partout dans le monde. Les pires catastrophes se produisent près de la ligne de faille. Des milliards de tonnes de terre commencent à s'effondrer. Des glissements de terrain énormes entraînent des villes entières. Des morceaux de la Terre de plusieurs milliers de kilomètres de large sont projetés dans l'espace. Les créatures qui vivaient sur ces fragments sont emportées elles aussi. Certaines retombent sur la moitié de la planète dont ils sont le plus proches. Imagine un rocher de la taille d'une ville tombant du ciel. Maintenant, représente-toi des centaines, voire des milliers de ces pierres. Seuls ceux qui vivent loin de la ligne de fracture ont une chance de survivre. Mais même là-bas, les tremblements de terre détruiront les maisons. Et la Lune commencera aussi à projeter des débris. Ces éclats, tels une pluie de météorites, tomberont sur les deux moitiés de la Terre et leur impact sera d'une violence inouïe. Ces explosions provoqueront des incendies. Le ciel sera rempli de cendres et tant qu'elles ne seront pas dissipées, nous ne pourrons pas voir le Soleil. Les deux parties de la planète s'éloignent maintenant l'une de l'autre. Au milieu d'elles, le cœur brûlant de notre Terre est exposé. Ce noyau est composé de métaux en fusion. Chaque moitié du noyau exude une énergie comparable à celle d'une étoile. Entre les deux moitiés de la Terre, les températures sont si hautes que rien ne peut y survivre. Tout objet qui entre dans cette zone tombe immédiatement en cendres. La masse au niveau du noyau étant beaucoup plus importante qu'au niveau de la surface, la gravité y est aussi nettement supérieure. Le noyau attire tout ce qui s'en approche. Impossible de voyager d'une moitié à l'autre de la Terre. Les navettes n'ont aucune chance de résister à cette force. Les deux parties du globe vivent maintenant séparément. Normalement, le noyau est ce qui crée, en tournant, le champ magnétique de la planète. Ce champ est un bouclier qui nous protège du Soleil et de l'espace. Si ce bouclier est endommagé, les rayonnements solaires et cosmiques passent à travers l'atmosphère. Comme le noyau est lui aussi divisé, le champ magnétique de la Terre devient instable. Des coupures de courant surviennent sur les deux hémisphères. Micro-ondes, téléviseurs, bouilloires, feux de circulation, ordinateur, plus rien ne fonctionne. L'écran de ton ordinateur portable ou de ton téléphone se met à clignoter. Les vidéos se figent et la batterie épuise sa charge en une seconde. Les satellites cessent de fonctionner, ce qui signifie qu'il n'y a plus de GPS. Les ondes radio à haute fréquence, utilisées pour les communications, sont coupées et tu ne peux plus ni téléphoner ni envoyer de messages. En fait, toutes les centrales électriques se seront peut-être enfoncées sous terre ou auront été inondées en raison des séismes. Et il se peut donc qu'il n'y ait plus d'électricité du tout. Certaines personnes sont sensibles aux tempêtes solaires et souffrent de graves maux de tête. Si le champ magnétique est endommagé, le risque est grand que les créatures vivantes souffrent toutes de fortes migraines. Les scientifiques devront inventer des casques spéciaux pour protéger les gens du soleil. Pour une protection totale, il nous faudra vivre dans des villes souterraines. Les aiguilles des boussoles ne pointeront plus vers le nord, elles tourneront simplement dans toutes les directions. Les oiseaux deviendront fous, ils ne sauront plus où voler pour passer l'hiver, car le sud n'existera plus pour eux.
tous les animaux cessent maintenant de migrer. Dans le ciel, les avions ne peuvent plus s'orienter. Les plantes et les fleurs ne peuvent plus pousser naturellement à cause de l'augmentation du rayonnement solaire. Le bétail est sous-alimenté, la qualité des produits se détériore, la famine sévit. Les habitants des deux moitiés de la planète ne pensent plus qu'à survivre. Dans certains endroits plus proches de la faille, l'atmosphère terrestre est complètement détruite. Les conditions y sont désormais similaires à celles qui règnent dans l'espace. Il n'y a plus d'air, ni de chaleur. C'est seulement vêtu d'une combinaison spatiale que tu peux demeurer dans cette zone. Malheureusement, tu ne pourras ni sauter ni voler, car la gravité est toujours là. Par ailleurs, c'est la gravité qui constitue le salut de notre planète. En raison de la gravité, les deux parties de la Terre ne seront pas précipitées l'une sur l'autre. Au contraire, elles se tourneront autour et commenceront à se rapprocher. Dans 100 000 ans, les deux parties de la planète se reconnecteront et la Terre sera complètement renouvelée. Comme le noyau est fait de métal fondu, il formera à nouveau un seul cœur. Mais il faudra beaucoup plus de temps pour que la croûte terrestre elle-même se ressoude complètement. Une cicatrice se formera le long de la faille. Cette cicatrice sera recouverte de forêts et inondée par les océans. Mais il y aura encore de forts tremblements de terre à certains endroits. À ce moment-là, tous les êtres vivants auront probablement disparu. Sur notre planète, les conditions seront à peu près les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. Les mers et les océans seront en ébullition, la foudre frappera partout, les plaques tectoniques bougeront sans cesse et la lave s'écoulera des volcans en un flot rapide. La Terre ressemblera à une vaste marmite bouillonnante à l'intérieur de laquelle la vie apparaîtra progressivement. Comme la Terre aura diminué de taille et que le noyau n'aura pas beaucoup changé quant à lui, la gravité sera différente. Sur Terre, il sera plus difficile pour une personne ordinaire de marcher. On pèsera bien plus lourd. Dans de telles conditions, une nouvelle forme de vie jusqu'alors inconnue verra le jour. Aujourd'hui, l'atmosphère et les océans du monde sont pollués. La population augmente et les glaciers fondent. Dans l'avenir, les choses pourraient être bien pires encore pour notre planète. Dans 1000 ans, lorsque l'humanité aura maîtrisé le voyage spatial, nous pourrions décider de déménager. Nous commencerons à chercher d'autres planètes semblables à la Terre et nous trouverons peut-être une bonne candidate. Cependant, rien ne pourrait vraiment remplacer notre première demeure et l'humanité déciderait probablement de la guérir. Peut-être aurons-nous alors l'idée de diviser la planète en deux et de vivre d'un seul côté. Et au bout de 100 000 ans, notre Terre serait à nouveau saine et entière. Et si on divisait d'autres planètes? Comme elles ne possèdent pas de champ magnétique, elles ne seraient pas aussi affectées. Par exemple, Vénus et Mars n'ont ni mer, ni océan, ni lac. Certains scientifiques pensent qu'elles se sont asséchées lorsque le champ magnétique y a disparu. Cela a conduit à la destruction complète des atmosphères de ces planètes. Les vents solaires y ont soufflé si fort qu'il n'est plus resté aucun liquide à leur surface. L'atmosphère terrestre nous protège de ces vents et nous sommes en sécurité. Il n'y aurait pas de cataclysme majeur sur les autres planètes, à l'exception des tremblements de terre. Comme sur Terre, les deux parties de ces mondes tourneraient simplement l'une autour de l'autre, puis elles se reconnecteraient.